connaissent un petit peu la région centre, Oui. je pense. Et donc une circonscription un petit peu particulière, puisque c'était celle occupée par Guillaume Pelletier au mandat précédent, et qui était votre adversaire aussi au premier Oui, tour, bien mais je sûr. crois qu'il a fait 5%. Ou à peine, oui. Voilà, il avait 5%. Donc vous êtes né en 1949 à Berlin, Oui. mais une situation un peu particulière, c'était le Berlin Occupé, sous occupation française, bien sûr. occupation alliée. Vous êtes agrégé d'allemand d'ailleurs, donc on pourra peut-être en parler au niveau après des débats ou des questions, parce que c'est quand même l'enseignement de l'allemand, le nombre de professeurs, il y a énormément de choses à dire. Oui, Vous en aviez parlé dans l'Assemblée nationale exact. au moment du débat, parce que vous avez fait un discours en allemand d'ailleurs à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, Très entre juste. De Gaulle et Adenauer. Vous avez été inspecteur général de l'éducation en 2006 et en 2008 nommé directeur de l'encadrement du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que vous étiez membre du RPR, Oui. de l'UMP, vous avez été au cabinet du ministre Gilles de Robien de 2005 à 2007, puis au cabinet du Premier ministre François Fillon en tant que conseiller éducation. Et vous avez pris vos distances avec cette famille politique après 2017. Bien sûr. Et vous êtes à l'Assemblée nationale, commission affaires culturelles et éducation, et vous êtes fait notamment remarquer pour avoir fait cette proposition de loi sur un uniforme, le port d'une tenue uniforme obligatoire, oui. donc les termes sont importants, Exactement. à l'école primaire et au collège. C'est ça. Et donc ça a été, c'est pas passé loin. 6 voix. Voilà, 6 voix près. Et je pense que les Républicains avaient eu un peu plus de courage, je crois qu'il est passé. Oui, oui, vous avez raison. Et donc ce soir, vous allez évidemment nous parler d'éducation, l'état de l'école, Oui, voilà. peut-être aussi quelques perspectives, où il y aura aussi tout le temps de l'échange. Mais je vous laisse la parole. Très très bien. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici, parmi vous. Je suis heureux de vous voir si nombreux et si jeunes. Si jeunes, c'est normal. Si nombreux, c'est une très belle chose. Je vais vous présenter l'état du système éducatif français dans un premier temps, et dans un second temps, vous parler de ce que pourrait être une politique éducative conduite par Marine Le Pen, à partir donc de son programme présidentiel de l'année dernière. Le système éducatif est dans notre pays beaucoup plus qu'un service public, c'est une institution. Ce statut lui est conféré par le préambule de la Constitution de 1946, intégralement repris dans la Constitution de 1958, comme vous savez. Qui lit-on? Je cite, « L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. » L'appellation du ministère est d'ailleurs ministère de l'Éducation nationale, et non pas simplement, comme en République fédérale d'Allemagne, par exemple, Ministerium für Bildung, ou Department of Education au Royaume-Uni, ou Ministerio dell'Istruzione e del Merito en Italie. Nous, c'est éducation nationale. Ceci signifie que l'éducation est considérée en France comme un des piliers non seulement de la société, mais aussi et surtout de la République elle-même, c'est-à-dire du régime politique que nous nous sommes donnés. L'éducation nationale est par essence une construction politique. C'est une affaire d'État. Le Code de l'éducation, qui comprend une partie législative et une partie réglementaire, ce sont les décrets, présente un panorama complet des missions des enseignements scolaires, primaires et secondaires, et supérieurs. L'organisation des enseignements, les cursus, les horaires, les programmes sont définis par l'État. Les règles définissant le recrutement des professeurs, leur formation, leur gestion, ainsi que des personnels non enseignants, sont définis par l'État. Tout comme l'organisation générale du système éducatif et le budget de l'enseignement et le premier budget civil de l'État, avec, cette année en tout cas, 82 milliards d'euros. Sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, l'instruction était assurée par le clergé, vous le savez, par l'Église, elle-même un des piliers de l'État monarchique, premier ordre de celui-ci devant la noblesse et le tiers-État. Dès la Révolution, la question éducative est devenue centrale dans la construction d'une société et d'un État républicain. Condorcet écrit dans ses 5 mémoires pour l'instruction publique de 1791, je cite, « Le devoir de la société relativement à l'obligation d'étendre dans le fait, autant qu'il est possible, l'égalité des droits, consiste donc à donner à chaque homme l'instruction nécessaire pour exercer les fonctions communes d'homme, de père de famille et de citoyen, pour en sentir et pour en connaître tous les devoirs. » Un peu plus loin, il écrit
La société doit encore l'instruction publique comme moyen de perfectionner l'espèce humaine en mettant tous les hommes nés avec du génie à portée de le développer. On voit ici que l'instruction publique est une nécessité si l'on veut que l'égalité formelle proclamée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 entre dans les faits. Pour que vive effectivement le régime républicain, considéré comme un progrès de l'humanité, il faut une instruction publique. Plus généralement, l'instruction publique est le vecteur du progrès humain, lequel est le sens même de l'histoire. Donc, au-delà de la transmission par l'école des connaissances et des savoirs scientifiques, l'instruction publique se voit assigner une fonction proprement politique, dès l'origine. Créer des citoyens éclairés et libres, et une fonction anthropologique, celle de contribuer au progrès de l'humanité. Cette ambition, qui est considérable, confère évidemment à l'éducation nationale une fonction éminente dans la construction et la continuation de la nation française. Ceci explique pourquoi la question éducative est depuis des siècles l'objet de débats politiques et idéologiques au sein de la société, des partis politiques et des institutions nationales. Deux grandes lois définissent les contours actuels de l'éducation nationale. Ce sont les lois scolaires de Jules Ferry, 1881-1882, et la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. La Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta, estime rapidement qu'elle doit asseoir sa légitimité et assurer sa pérennité en répandant l'idée républicaine. La défaite de nos armées face aux armées prussiennes fait également prendre conscience au pouvoir public qu'il est urgent d'élever le niveau général d'instruction pour moderniser notre économie et refonder notre défense nationale. Les lois scolaires du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882 instituent une obligation d'instruction obligatoire de 6 à 13 ans, gratuite et laïque. Chaque commune se voit dans l'obligation de se doter d'une maison d'école, comme on disait à l'époque. Le corps enseignant est formé dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Ce sont les fameux hussards noirs de la République dont parle plus tard Charles Péguy, qui existaient certes ces écoles depuis 1833, mais qui ont été généralisées en 1879. Des programmes d'enseignement nationaux sont édictés, des manuels scolaires distribués gratuitement aux élèves. Il s'agit là donc d'une véritable mobilisation générale éducative qui présente deux traits distinctifs majeurs, l'anticléricalisme et le patriotisme. Le programme républicain que met en œuvre Jules Ferry est explicitement destiné à combattre l'influence de l'Église catholique sur les affaires publiques. L'instruction obligatoire pour les garçons et les filles est à base scientifique. L'instruction religieuse est remplacée par l'instruction civique. Le patriotisme est alimenté par l'idée sous-jacente à toute la politique française de la période de 1870 à 1914 de la revanche. La formule, c'était « y penser toujours, n'en parler jamais ». Penser toujours au département perdu, à la défaite et à la revanche, mais n'en parler jamais pour ne pas provoquer l'Empire allemand, qui n'attendait que cela. L'humiliation subie par la France, la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles, l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine et la germanisation forcée de 3 départements français, est cruellement ressentie par l'ensemble du personnel politique de l'époque. Les programmes scolaires traduisent ce patriotisme exacerbé. Des bataillons scolaires sont créés. Le tir au fusil est enseigné dans les écoles, ça va vous étonner, de 1882 à 1893. On est très loin de tout ça, n'est-ce pas? La loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, dont le rapporteur à l'Assemblée nationale est Aristide Briand, est le second pilier du système éducatif français, car elle installe définitivement la notion de laïcité dans nos institutions et dans notre contrat social. La laïcité est une spécificité, une exception française. Elle protège la liberté religieuse, mais ne reconnaît aucune religion. Il n'y a pas de religion d'État chez nous, bien sûr, contrairement à certains de nos voisins. L'expression de leur religiosité est renvoyée à la sphère privée. Elle ne doit pas troubler l'ordre public. Toutes les institutions de l'État, dont l'école publique, sont laïques, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'y afficher ses convictions religieuses, ni d'ailleurs politiques. La loi de 2004
interdisant le port de signes ostensibles religieux dans l'enseignement scolaire réaffirme et renforce le caractère laïque de l'institution scolaire. Je poursuis l'évolution historique de notre institution scolaire. Le programme du Conseil national de la résistance de mars 1944 avait pour ambition de permettre un redressement rapide de la France après la défaite de juin 40 et la sombre parenthèse de l'État français. Largement inspiré par la gauche résistante et le Parti communiste, le programme veut développer la justice sociale comme ciment de la cohésion nationale et sociale. Sa déclinaison éducative est appelée le plan Langevin-Wallon de 1947. Et il fixe les principes qui doivent guider l'action éducatrice de l'État dans cette perspective. Le principe de justice prévoit que les seules limites que doivent connaître la formation des élèves sont celles de leur capacité. Il s'agit de démocratiser l'enseignement. Je cite, « La diversification des fonctions sera commandée non plus par la fortune ou la classe sociale, mais par la capacité à remplir la fonction. » Et la capacité, elle est vérifiée par l'école, par le mérite scolaire. Ce principe instaure ce que l'on a appelé l'ascenseur social, qui repose sur le seul mérite scolaire. La culture générale devient centrale dans les enseignements, et l'enseignement technique, de son côté, trouve ses lettres de noblesse. Le plan Langevin-Wallon, cependant, n'a jamais trouvé d'application politique directe, mais il a profondément influencé les ministres de l'Éducation nationale et toute l'institution durant des décennies, grosso modo jusqu'en 68. Mais 68, précisément, marque une rupture dans la culture éducative de la nation. Cette crise sociale et politique, presque morale, prend en effet sa source dans le système éducatif. Celui-ci sort profondément ébranlé de la crise de mai. Depuis, l'école connaît une série de remises en cause qui expliquent pour partie son déclassement actuel. Crise de l'autorité parentale et de l'autorité du maître, contresens égalitaire, parce que l'égalité de droit ne signifie pas l'égalité d'accès à toutes les formations et à tous les diplômes, ça n'a aucun rapport en fait. Crise de l'élitisme républicain, par l'apparition de ce qu'on a appelé la discrimination positive à l'anglo-saxonne, affirmative action. Crise de la transmission, la pédagogie directe, qui ressemble un peu à ce que nous faisons là, au profit du pédagogisme, n'est-ce pas, qui inverse la perspective et qui met l'élève au centre de ses propres apprentissages. Bon, on en reparlera si vous voulez. Crise de l'exigence par une baisse générale du niveau des programmes et des examens. Ensuite, il y a l'irruption des minorités et des théories du genre et l'offensive islamiste contre l'école laïque dans les quartiers les plus difficiles qui complète ce tableau assez sinistre, le tableau d'une institution assiégée, engagée dans un processus de délitement. Nous en sommes là, donc. Donc j'ai tenté en quelques phrases, au fond, de résumer ce qui est un petit peu risqué, l'histoire, d'un point de vue philosophique et politique, de notre institution scolaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'éducation nationale est une affaire d'État, n'est-ce pas? C'est une affaire d'État. Donc quand on vous dit qu'il ne faut pas mettre d'idéologie dans la question éducative, si, il ne faut faire que ça. Depuis le début, l'éducation nationale est un phénomène et un objet politique. Ça ne signifie pas qu'il faille politiser les élèves dans les classes. Ça veut dire que le débat public, évidemment, doit se développer autour de la question scolaire sans frein. Donc je vais maintenant vous parler des enjeux des politiques éducatives et aussi, évidemment, du projet éducatif présidentiel de Marine Le Pen. Donc notre système éducatif fonctionne. Pour fonctionner, il fonctionne. Les rentrées sont assurées, vaille que vaille, mais elles sont assurées. Les cours sont dispensés, les examens sont organisés, ils ont lieu, et les budgets, 82 milliards cette année, sont dépensés intégralement. Donc tout va bien. En fait, non. Est-ce que la vraie question, c'est de savoir si ça fonctionne, ou est-ce que la vraie question ne serait pas de savoir si ça marche, si ça produit quelque chose? Les véritables questions ne sont-elles pas plutôt celles-ci? L'école de la République remplit-elle les missions qui lui sont confiées par la nation? Ces missions sont-elles clairement définies? Sont-elles adaptées aux défis que devra surmonter la nation dans les 50 prochaines années? L'école est-elle correctement gouvernée? Est-elle bien évaluée par la représentation nationale? Ce sont les questions proprement politiques qu'il faut se poser maintenant. Je vais tenter de répondre à ces questions qui me paraissent assez centrales pour notre avenir commun en tant que nation et ébaucher devant vous ce que sera l'entreprise de redressement de notre école
quand nous parviendrons au pouvoir, prochainement. Commençons par constater que les résultats de notre école, dans les comparaisons internationales, sont médiocres, voire mauvais. Vous connaissez ces évaluations internationales, c'est l'enquête PIRLS, qui signifie Progress in International Reading Literacy Study, de 2016, qui montre que le niveau des élèves français se trouve largement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Et que cette performance, donc en lecture, a baissé de façon significative de 14 points en 15 ans. L'enquête TIMSS, TIMSS signifie Trends in International Mathematics and Science Study. En 2019, la France est avant-dernier pays de l'Union européenne en termes de performance en mathématiques et en sciences. L'étude indique également une surreprésentation des élèves français dans la part des élèves les plus faibles. Un élève sur 7 en France ne maîtrise pas les compétences élémentaires. L'évaluation internationale PISA, que vous connaissez, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, évalue les élèves âgés de 15 ans en mathématiques et français et montre que nous sommes juste au-dessus de la moyenne de l'OCDE, ce qui est médiocre, ce qui n'est pas à la hauteur de ce qui reste encore la 7e puissance mondiale, pour laquelle l'école est au fond l'un des piliers centraux de l'édifice social. Donc nous sommes médiocres. Mais surtout, ce qui est encore plus grave, c'est que les écarts entre les élèves, en fonction de leur appartenance sociale, se creusent. C'est-à-dire que l'ambition de l'école, qui était d'être un ascenseur social, ne se vérifie même pas dans la maîtrise des fondamentaux à 15 ans. N'est-ce pas? Ça signifie que la fracture sociale se creuse à l'école, alors que c'est précisément le lieu où elle devrait se combler. Donc c'est très, très inquiétant sur le fond, presque plus inquiétant que la médiocrité générale des résultats. Les évaluations nationales elles-mêmes ne peuvent pas masquer la dégradation constante et désormais tristement durable du niveau de nos élèves et de nos jeunes. D'après la dernière enquête CEDRE, CEDRE signifie cycle des échantillons disciplinaires réalisés sur échantillons, conduit par la Direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale, le niveau des élèves en mathématiques baisse de façon continue et significative. Le score moyen des élèves en 2019 est de 237 points, ça n'a aucune importance. Il est en baisse de 6 points, en tout cas, par rapport à 2014. Et enfin, le document budgétaire transmis à la représentation nationale pour le débat sur le budget de l'éducation nationale indique, je cite, 50% des élèves entrant en 6e ne maîtrisent pas la lecture fluide. Qui ne savent pas lire, quoi. Ils en sont encore à déchiffrer en 6e. Et en 6e, c'est le second degré. Comment voulez-vous qu'ils comprennent un énoncé de mathématiques ou un résumé d'histoire s'ils sont obligés de déchiffrer mot à mot? Vous voyez la catastrophe que c'est. Cette petite phrase comme ça, au détour d'un rapport, en fait, signe véritablement la déliquescence du premier degré, puisque ces élèves sortent du premier degré, tout de même. Donc c'est quand même très, très grave. Bon, le document budgétaire, il a été transmis, petite parenthèse, mais l'Assemblée nationale n'a pas pu l'examiner pour les raisons que vous savez, 49.3. Au moment même où nous allions parler du budget de ce qu'on appelle la mission enseignement scolaire, qui est quand même 60 milliards, eh bien, le 49.3 a été dégainé par Mme Borne. Bon, bah, ouais. Ça devient une habitude. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas pu s'expliquer avec le gouvernement là-dessus. Bon, je continue l'exposé du désastre. Je suis désolé, ça me fait mal au cœur d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Toujours d'après l'ADEP, la Direction de l'évaluation et de la prospective. 10% des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté. Vous l'avez tous faite. En 2019, dernière statistique disponible, donc 10% de ces jeunes sont en situation d'illettrisme. 25% en tout sont en situation de lecteurs en grande difficulté. Ça fait quand même 25% de 750 000, 800 000, ça fait quoi? 150 000 à peu près, par an, d'élèves qui, à 17 ans, ont du mal à lire une petite annonce, parce que le test, c'est facile, c'est une petite annonce. Il faut savoir ce que... Vous vous rendez compte de la catastrophe que ça représente pour la société? Que vont devenir ces jeunes, franchement? Comment peuvent-ils accéder à l'emploi dans une société de plus en plus complexe et où les métiers sont de plus en plus liés, évidemment, aux nouvelles technologies? Donc, on voit bien que
la catastrophe sociale qui se profile à l'horizon, qui est là d'ailleurs en fait. Donc ces indicateurs montrent plusieurs choses. Le niveau général de nos enfants, de nos élèves baisse et les écarts entre élèves rangés selon leur appartenance sociale se creusent. Bref, la promesse d'une école républicaine qui répand l'idée de progrès et de renouvellement des élites par le travail et le mérite scolaire est trahie. Les causes politiques de ce désastre sont nombreuses et profondes, et la gauche et la droite, on va faire un peu de politique quand même, y ont leur part de responsabilité. On peut affirmer, enfin en tout cas moi j'affirme, que l'état de délabrement de notre système éducatif résulte du compromis historique implicite scellé après la crise de 1968 entre la gauche et la droite. En résumé, à la gauche la question éducative et culturelle, à la droite le régalien et l'économie. Chacun s'occupe de son territoire. En fait, le pouvoir, qui était de droite à l'époque, a abandonné à la gauche le domaine éducatif et culturel, avec les résultats que l'on voit aujourd'hui. La gauche, d'ailleurs, a toujours eu la prétention d'exercer une sorte d'hégémonie intellectuelle, presque morale, sur l'éducation. C'était son domaine réservé. Pourtant, les décisions politiques de la gauche, lorsqu'elle exerçait le pouvoir, ont eu pour effet la déconstruction méthodique du système éducatif républicain, qui peut paraître paradoxal, mais qui ne l'est pas, nous le verrons peut-être dans le courant de la discussion. Qu'on en juge. En 1989, la loi Jospin affirme que, je cite, « l'élève est au centre du système éducatif ». C'est une affirmation tautologique, c'est presque une évidence, mais cette affirmation est fondamentale et dévastatrice pour l'épistémologie même de l'éducation. Si l'élève est désormais supposé être l'acteur de son propre apprentissage, si c'est lui qui le construit, c'en est fait de la transmission, pédagogie directe, par un maître à des élèves. Or, la transmission est le fondement même de tout acte éducatif, même dans la famille, n'est-ce pas? Nous sommes ce que nous sommes parce qu'on nous a transmis des comportements, des valeurs, des règles et des savoirs à l'école. Si on décide que la transmission n'existe plus, comme c'est le cas par exemple dans les INSPE, dans les instituts de formation des maîtres, aujourd'hui on vous dit ne pensez pas que vous allez transmettre quoi que ce soit aux élèves, eh bien c'est catastrophique. C'est véritablement une folie. C'est ce que j'appelle un pédagogisme ravageur. Au nom de ce pédagogisme ravageur, la gauche n'a vu dans la transmission du savoir que l'héritage et de l'héritage civilisationnel qu'un instrument de domination. La gauche a considéré que ce n'était pas démocratique. Sauf que la relation pédagogique n'a jamais été démocratique. Ça n'a aucun rapport, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui apprend. Pas démocratique. Il n'y a pas de pouvoir écrasant. Il y a juste la transmission. Et donc la gauche a considéré ça, dans sa folie, d'une certaine manière, dans son délire égalitaire, comme un instrument de domination, de domestication et d'assignation. Bon. Cette conception pédagogique insensée a été massivement inculquée aux professeurs par l'université chargée désormais de les former. Parce qu'en 89, Jospin postule que l'élève est au centre du système éducatif et il supprime les écoles normales et il crée les IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres, qui sont devenus maintenant les INSPE, Institut supérieur des métiers du professorat et de l'éducation, je crois, un truc comme ça. Bon, tout ça, c'est l'université qui le fait. Et franchement, confier la formation des maîtres à l'université, c'est plus que risqué, c'est carrément catastrophique. On va voir pourquoi plus tard. Donc l'ascenseur social, le mérite, par le mérite, et l'élitisme républicain ont été systématiquement attaqués par la gauche, à ce moment-là, après 68. La discrimination positive, entre guillemets, permet l'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles à des élèves en fonction de leur appartenance territoriale. Sciences Po, par exemple, voire sociale, voire ethnique. Et on n'en est pas loin. Voyez aussi la suppression en 2014 des bourses au mérite. Il y avait des bourses au mérite pour les lycéens, qui étaient significatives. Je crois que c'était 1 500 €, c'était pas mal. Bon. Elles ont été supprimées par qui? Par Mme Vallaud-Belkacem et Mme Fiaroso, à l'époque ministre de l'Éducation, respectivement, et de l'Enseignement supérieur. Mais à noter quand même que Jean-Louis Blanquer n'a jamais rétabli les bourses au mérite. Fâcheux oubli. On pense aussi à l'escroquerie que représentent aujourd'hui les résultats des examens nationaux. Lisez une copie du diplôme national du brevet des collèges. Mais c'est atterrant. Et lisez aussi des copies du bac, même de bachelier lauréat, même littéraire. Ça fait frissonner, comme ça fait peur. D'ailleurs, la preuve, c'est que 50% de magnifiques bacheliers échouent dès la première année de fac.
catastrophe. Il s'écroule au bout de quelques mois. Bon. Parlons du corps enseignant. Sa paupérisation est réelle. C'est pour ça qu'on n'en trouve plus, enfin c'est pour ça, entre autres, hein, qu'on trouve beaucoup moins d'enseignants ou d'étudiants pour se lancer dans l'aventure. C'est tout à fait regrettable, mais enfin, la paupérisation, elle est datée politiquement. En 1980, un professeur gagnait 2,6 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,3 fois. Qui était au pouvoir dans l'intervalle? Bon, la gauche et la droite, successivement. Et aujourd'hui, évidemment, M. Ndiaye pleure parce qu'il faut recruter les gens sur un coin de table, hein, pour mettre un adulte devant une classe. C'est même pas un prof, c'est un adulte. Bon, voilà. Donc, il faut quand même chercher où sont les responsabilités. Elles sont là, elles sautent aux yeux, quoi. C'est pas nous qui avons fait ça, hein. On voit aujourd'hui donc les résultats catastrophiques de ces choix idéologiques et de ces politiques. Parlons de la droite. J'ai appartenu à ce monde et j'y étais fort bien d'ailleurs, tant qu'elle a été la droite. Mais largement stockholmisée par la gauche, en fait, elle a toujours refusé d'examiner au fond, et je l'affirme, je suis désolé, mais par paresse intellectuelle et par mépris social, la question éducative qu'elle n'a toujours considérée, à quelques exceptions près, comme il y a quelques bons ministres que j'ai eu l'honneur de servir, donc à quelques exceptions près, comme une source d'embarras politique et de dépenses excessives. Pensez à la RGPP, la révision générale des politiques publiques, lancée par Sarkozy. Là, pour le coup, là, j'étais aux affaires, comme on dit, enfin, à côté des hommes qui étaient aux affaires. Nous devions rendre 90 000 postes d'enseignants. Voilà. Il fallait écréter ça. Je veux dire que ça, c'est suicidaire, hein. Et cela a été fait. C'était considéré, enfin, l'éducation a toujours été considérée par le gouvernement de droite, il faut le dire, c'est pas insultant de le dire, comme une source d'embarras, quoi. Hein, c'était vraiment pas un cadeau d'être ministre de l'Éducation nationale, c'était presque un pinsomme, hein. C'était considéré comme, c'est pas un cadeau, quoi. Donc c'est tout à fait déplorable, et ça a achevé le processus d'effondrement silencieux de notre école, qui d'ailleurs a toujours été masqué par une avalanche de réformes, parce qu'on n'arrête pas de réformer. Évidemment, comme le système fonctionne, mais qui ne produit pas ce qu'on attend de lui, on pense qu'il faut sans arrêt bricoler. Donc on bricole et on met quelques pansements sur la jambe de bois, quelques cautères. Bon. Mais ces réformes ne sont jamais évaluées, jamais achevées, et toujours effacées d'un ministre à l'autre. Alors, M. Papendiaï découvre lui aussi qu'il faut réformer l'école. Bon, récemment, dans un article du Monde, je crois, il y a quelques semaines ou quelques mois, il s'est mis à penser lui aussi une réforme de l'école. Il fait grand cas de... On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Hein, il fait grand cas de l'augmentation de son budget, pardon, et il répète comme un mantra que ce qui est fondamental, c'est l'enseignement des fondamentaux. Bon, le primaire, donc. Il prétend aussi défendre la laïcité, mais vous le savez, ceci n'est que poudre aux yeux. Le budget qui doit permettre une augmentation du salaire des enseignants, enfin du traitement des enseignants, est dévoré par l'inflation. Donc il a promis 10% d'augmentation à tous les enseignants débutants. Le problème, c'est que 10% moins 7%, ça fait 3%. Donc ça va faire 3% d'augmentation. C'est-à-dire que c'est une misère. C'est presque une insulte, quoi. Bon. Quant aux 20% suivants, l'augmentation pour les professeurs qui signeront un pacte avec M. Ndiaye, franchement, c'est quand même, comment dire, c'est le meilleur moyen de diviser complètement le corps enseignant. On en reparlera peut-être, mais cette politique de la prime qui cherche à distinguer les enseignants entre ceux qui s'engagent et qui seraient donc des super profs et ceux qui sont au minimum syndical est désastreuse pour l'école. Ça continue à démolir le système éducatif et le corps enseignant, qui n'a pas besoin de ça. Mais bon, parenthèse fermée. Bon, la laïcité, le ministre, comment dirais-je, s'agite devant les caméras. En serrant ses petits poings, il affirme qu'il est le premier défenseur de la laïcité. En réalité, il ne fait rien. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne croit pas que ce soit un véritable problème. Lorsqu'il y a eu, il y a quelques semaines de ça, ou quelques mois plutôt, une offensive dans les collèges et certains lycées de jeunes filles qui étaient en abaya. Vous vous souvenez, là, une espèce de robe, là. Bon. Le ministre a été interrogé et on lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que ce sont des tenues islamistes ?» Il a dit « Ah, ce sont des tenues, mettons, islamiques. Mettons. »
Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il refuse de voir, d'autant plus que c'est d'autant plus scandaleux que être certaine que, que l'arrivée de ces jeunes filles, sous caméra toujours, hein, enfin, sous Internet, hein, devant les collèges et les lycées, avait été orchestrée par les frères musulmans et par les wahhabistes et les salafistes. Hein. Donc l'État le savait, le ministre le savait, et pourtant, lorsqu'on l'interroge, il dit oh, c'est des affaires d'adolescentes en fait. Hein. Donc sa croisade pour la laïcité me paraît plus que sujette à caution, si vous voulez mon avis. Bon, bref. Bon, heureusement, nous avons droit à des tas de circulaires hein, et des priorités nouvelles. Par exemple, la dernière priorité de Pape Ndiaye, c'est l'éducation sexuelle. Ça vous réjouira sûrement. Hein. Donc, l'éducation sexuelle, mais on a aussi des semaines mémorielles, notamment celle, évidemment, qui célèbre l'esclavage, enfin, plutôt la fin de l'esclavage, que dis-je. Hein. Bon, on a le petit déjeuner gratuit, on a devoir faire, enfin on a des tas de trucs qui sont un fatras de gadgets que personne ne comprend et qui en tout cas ne changent absolument rien au désastre fondamental, hein, qui est que 50% de nos élèves de 6e ne savent pas lire. Voilà, la vérité est toute crue hein, et toute brute de certaine manière. Bon, alors que faire? Et j'arrive à la conclusion de mon propos. Que faire? Parce que dénoncer c'est une chose, c'est la tâche de l'opposition, mais proposer c'est mieux, c'est la tâche de ceux qui se préparent à exercer le pouvoir pour sauver la République et la nation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir à des principes fondamentaux, qui sont exposés d'ailleurs dans J'aime l'école, hein, vous savez, le programme de Marine. Et ces principes sont simples, il y en a 3. C'est la transmission, l'autorité et l'exigence. La transmission, c'est retour au principe de base de toute éducation. Ça suppose la fin de la mainmise de l'université sur la formation initiale des professeurs du premier et du second degré. Les INSPE seront supprimés et remplacés par une formation assurée par le ministère de l'Éducation nationale, qui est l'employeur d'ailleurs, hein, et qui aura recours à des professeurs chevronnés, expérimentés, qui, par une forme de compagnonnage, formeront leurs jeunes collègues, par imitation et par transmission. Bon. Sur le plan pédagogique, les méthodes d'apprentissage de la lecture seront labellisées par le ministère. On mettra fin, une fois pour toutes, à la méthode dite Goebel, qui a assez cassé d'enfants comme ça. Hein. On sait qu'elle est nocive, nuisible, dangereuse. Le ministère ne fait rien, nous la supprimerons tout bonnement, nous l'interdirons, hein, en labellisant des méthodes d'apprentissage de lecture qui soient utilisables et qui est couronnées de succès, évidemment, dans l'enseignement primaire. Les programmes d'enseignement de l'histoire-géographie seront révisés dans le sens d'une transmission du récit national. Eh oui, parce que le récit national, en ce moment, il est en morceaux. Quand vous lisez les programmes d'histoire du collège et du lycée, c'est un puzzle, c'est atomisé, ça n'a ni queue ni tête. Personne ne s'y retrouve, il n'y a pas. La chronologie est maltraitée, ce sont des grands thèmes, alors l'esclavage, bien sûr, hein, mais je ne sais pas moi, les conquêtes en Méditerranée, la croisade, personne ne sait comment ça fonctionne. Le récit national, ça n'est pas un roman national que l'on... Enfin, je veux dire, ce n'est pas une propagande nationaliste. C'est un récit national. C'est comment la nation française s'est-elle construite des origines à nos jours. Bon, je veux dire, il y a une logique, si nous sommes là, contrairement à d'autres nations qui ont disparu dans le vortex de l'histoire, c'est sans doute qu'il y a un projet national et une tension nationale vers l'existence d'une nation. Bref, donc nous rétablirons évidemment le récit national en histoire-géographie. Les horaires d'enseignement seront allongés pour augmenter le temps d'exposition aux enseignements. Quand Jules Ferry fait son école obligatoire, gratuite et laïque, les élèves ont 30 heures d'enseignement par semaine, dans le primaire. Aujourd'hui, c'est 24. Les années comptent 366 demi-journées d'enseignement à l'époque. Maintenant, c'est 316. Voilà. À l'époque de Jules Ferry, le français, qui s'appelle lecture-écriture d'ailleurs dans le programme, c'est 17 heures par semaine. Aujourd'hui, c'est 10. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que les élèves passent à peu près 1000 heures par an sur TikTok et autres... Hein. Bon, ils ne sont peut-être pas les seuls, remarquez, hein, mais bon. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a une concurrence, les GAFAM sont une concurrence terrible pour l'enseignement. Donc, on réduit le temps d'enseignement sans arrêt, c'est pas fini, on continue à diminuer, et
pendant ce temps-là, les élèves sont soumis à un flot d'informations totalement non académiques, hein, même parfois totalement fantaisistes, venus des GAFAM. 30% des adolescents pensent que la Terre est plate, hein, quand même. Hein. Enfin bon, on va dire, oui, c'est comme ça. Merci les GAFAM. Et donc, nous augmenterons l'exposition des élèves aux enseignements. Toutes les circulaires instaurant des journées thématiques relevant du wokisme seront abrogées. Pas compliqué, il n'y en aura plus. L'enseignement des mathématiques et des langues vivantes, ces enseignements seront profondément remaniés. Il n'est pas normal qu'un pays qui a des médailles Fields, qui équivalent au Nobel en mathématiques, soit classé en queue de peloton dans les évaluations internationales en mathématiques. Ceci n'est pas normal. Il y a un problème avec les maths. Il faut repenser l'enseignement des mathématiques. On fera une grande conférence nationale des maths dès qu'on arrivera au pouvoir. On mettra les meilleurs scientifiques là-dessus et on réformera notre enseignement des mathématiques pour que tous les élèves puissent en profiter et en bénéficier. Même chose pour les langues vivantes. Hein. Ça devient ridicule. Bon, j'avais dit 3 principes, transmission, autorité, exigence. Autorité maintenant. L'autorité des maîtres sera protégée et les élèves perturbateurs seront écartés de l'enseignement public. Actuellement, vous le savez, ceux d'entre vous sont professeurs ou élèves professeurs le savent peut-être, il suffit d'un ou 2 élèves dans une classe qui vous mettent une pagaille noire et vous ne pouvez plus enseigner. Vous ne faites que de la discipline, sors, va là en permanence, reviens, assieds-toi, tais-toi. Bon, votre cours est haché. J'ai été professeur pendant 10 ans, j'en sais quelque chose. Bon, les germanistes ne sont pas trop perturbateurs, mais enfin, il y en avait quand même quelques-uns. Bon, on ne peut rien en faire hein, de ces élèves-là. Donc, ils sont parfois, effectivement, sanctionnés par un conseil de discipline, expulsés de l'établissement, mais il faut les rescolariser. Et donc, on se passe le mistigris, voyez-vous. Et donc, ceci n'est pas tolérable. Nous ferons une chose simple, on les expulsera de l'enseignement public, point final. On changera la loi pour ça. Et ils seront enseignés dans leur famille, s'ils le veulent. Hein. Mais en tout cas, ils nous débarrasseront de plancher et nous pourrons travailler correctement. Ce n'est pas très pédagogique ce que je dis, mais c'est quand même assez net. Et je crois que ce sera bien accueilli par les professeurs. Les allocations familiales pourront donc être suspendues pour les familles des élèves perturbateurs, comme pour les absentéistes chroniques. Ça a déjà été fait, ça s'appelait la loi Ciotti. Bon, peu importe. Toute atteinte verbale ou physique à l'autorité sera poursuivie dans les tribunaux par l'institution scolaire, systématiquement. Le principe de neutralité absolue du corps enseignant en matière politique sera fermement défendu. Là, il y a du travail, mais ce sera fait. Toute atteinte au principe de laïcité sera systématiquement poursuivie légalement. Les manuels scolaires du premier degré des collèges seront labellisés par le ministère, j'ai déjà dit. 3e point, l'exigence. L'école ne connaît que des élèves. Les tenues uniformes d'établissement seront rendues obligatoires, d'abord à l'école, puis au collège. Au lycée, ça se fera ensuite par contagion, si je puis dire. L'école récompense le travail, l'effort et le mérite scolaire. Les bourses d'excellence seront donc rétablies au collège et au lycée. Les examens du brevet et du baccalauréat retrouveront leur formation académique initiale. Le diplôme national du brevet deviendra un examen de passage en seconde. Actuellement, le collège, il n'y a pas d'enjeu. Tout le monde a le brevet. Si vous lisez une copie de brevet, vous comprenez pourquoi tout le monde l'a. Hein. C'est un pur scandale. Donc ça n'a aucune valeur. Ça n'a ni une valeur académique, ni une valeur sociale. Il n'y a pas d'enjeu au fait d'avoir ou de ne pas avoir le brevet. Donc du coup, comme l'examen de sortie du collège est vide de sens, les enseignements peuvent s'écrouler. S'il y avait un enjeu, par exemple le passage en seconde, le niveau remonterait. Et le travail des élèves aussi, pas à la même occasion. Bon. Même chose pour le baccalauréat. Le baccalauréat ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien puisque, vous le savez, en ce moment, même, la semaine prochaine, les élèves de terminale vont passer les épreuves de spécialité, qui comptent pour à peu près 35% de la note finale du baccalauréat, et qui surtout sont décisives, ces notes de spécialité sont décisives pour l'orientation dans l'enseignement supérieur. Parce que Parcoursup s'arrête là maintenant. Et donc, le baccalauréat qui est passé 3 mois plus tard ne sert plus à rien, puisque de toute façon, il n'est pas pris en compte dans Parcoursup. Les élèves sont déjà affectés en juin. En juin, juillet, ils savent. Bon, le baccalauréat devient donc une formalité substantielle, c'est tout. Si on ne l'a pas, on ne passe pas à l'université, mais si on l'a, ça n'a servi à rien. Comme les mentions sont bradées, il n'y a jamais eu autant de mentions très bien, c'est absolument ridicule, n'est-ce pas? Donc le baccalauréat a lui aussi perdu petit à petit, grâce à la réforme Blanquer, confirmée par Papendiaï,
le baccalauréat a perdu donc sa fonction d'examen d'entrée à l'université. Il ne sert plus à rien. Et en plus, il a perdu sa fonction symbolique d'épreuve, de passage, de rite de passage dans l'âge adulte qu'il avait autrefois. Pas tout ça a disparu. Bon, ça a été cassé, c'est déconstruit, c'est en petits morceaux. Voilà. Donc nous rétablirons ça. Le baccalauréat sera pris en compte dans Parcoursup, qui sera d'ailleurs transformé, qui ne s'appellera plus comme ça, on changera ce machin, dans quelque chose de plus intelligent, n'est-ce pas? Et l'orientation dans le supérieur se fera sur la base des résultats au baccalauréat. Baccalauréat dont nous virerons le contrôle continu qui pèse actuellement, réforme Blanquer, 40% de la note. Ce n'est plus un baccalauréat national, c'est un baccalauréat local. Les professeurs sont soumis à une pression, une pression considérable de la part des élèves, puisque les notes qu'ils donnent dans le contrôle continu ont un tel poids dans le diplôme final que les élèves font pression en disant « on ne pouvait pas me faire ça, monsieur, pas 9, quoi, mettez-moi 12, etc. » C'est pratiquement de la négociation sociale, hein, mais ça devient extravagant. Donc nous mettrons fin à tout cela. Ça n'a absolument rien de ringard, c'est beaucoup plus novateur et progressiste qu'on ne le pense. Ça donnera un horizon aux études du lycée et ça rehaussera mécaniquement le niveau des études lycéennes. Les règlements de l'examen seront revus dans le sens d'une plus grande exigence. Et quant à la lutte contre l'illettrisme, qui est un autre sujet, mais en tout cas qui est actuellement réglée par le ministère du Travail, je ne sais pas pourquoi, elle sera gérée par le ministère de l'Éducation nationale. En ce qui concerne les professeurs, enfin, leur recrutement sera revu afin de permettre un accès précoce à la formation aux fonctions enseignantes. Autrefois, et ça marchait très bien, il n'y a pas si longtemps que ça, ce n'est pas l'école normale dont je parle, hein, je parle du second degré maintenant, il existait un système qu'on appelait les IPES, par lequel je suis passé, moi. À la fin de la première année de fac, on passait un concours qui était très abordable, il faut le dire, et on devenait élève-professeur. Vous voyez ? Et donc toutes les études ainsi se déroulaient sous ce chapeau, sous cette dénomination d'élève-professeur. On était rémunérés comme professeur stagiaire, ce qui, sur le plan social, évidemment, facilitait les choses. Et puis ensuite, on passait les concours, le CAPES et l'AGREG. Le CAPES était aménagé, l'agrégation restait ce qu'elle était. Et donc ce recrutement précoce permettait quand même de détecter des jeunes gens qui étaient prêts, qui se préparaient à la fonction enseignante. Vous aviez le temps, entre la fin de la première année de fac et l'AGREG, vous aviez le temps de éventuellement changer d'avis, de vous dire non, je vais faire autre chose, je vais bifurquer, faire journalisme, par exemple, je dis n'importe quoi, enfin, peu importe. Hein. Et donc ça permettait de faire un tri naturel, alors qu'actuellement, on rentre après le master à l'INSPE, et puis quand on n'est pas fait pour ça, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de licenciements, il y a des démissions, il y a des erreurs de parcours, et je pense que nous ferions bien de recruter les professeurs beaucoup plus jeunes, ce qui n'empêche pas de recruter aussi qui sont déjà titulaires d'un master. On peut faire les deux recrutements parallèlement. En tout cas, nous ferons ça. Hein. La rémunération sera sensiblement augmentée. Marine parlait de 15%. Ce sera plus, puisqu'entre-temps, il y a eu l'inflation. Hein. Mais enfin, bon, on verra à ce moment-là. Quand on en sera au projet présidentiel, on révisera nos chiffres. Mais enfin, il faut augmenter les professeurs. Un professeur allemand, en milieu de carrière, touche 2 fois ce que touche un professeur français. Un luxembourgeois, 3 fois. Bon, Luxembourg, c'est paradis fiscal, alors on comprend pourquoi, mais je plaisante. Mais en tout cas, en Allemagne, c'est incompréhensible. Hein. Ça n'est pas justifié. Il ne faut pas paupériser, clochardiser le corps enseignant. C'est une honte. Hein. Il faut absolument qu'il puisse aussi se voir reconnu, plus que symboliquement, par la nation pour les services rendus. Les professeurs expérimentés deviendront formateurs, je vous l'ai expliqué, et la fonction de formateur sera valorisée et rémunérée en particulier. Ça permettra aussi un passage vers la retraite pour les anciens, hein, qui pourront ainsi faire cours encore classiquement et préparer leurs jeunes collègues à ces fonctions. Je crois que ce serait quelque chose de simple, de peu coûteux et de très apprécié. Nous simplifierons évidemment l'organisation du système éducatif. Pour l'instant, il y a des rectorats régionaux, il y a des rectorats académiques. Il y a des directions académiques des services d'éducation nationale, des établissements, il y a des strates partout. Et bon, c'est un système qui est beaucoup trop lourd et beaucoup trop coûteux d'ailleurs dans son organisation. Nous simplifierons ça en cherchant le chemin critique le plus intelligent. Bon, le droit de grève des professeurs sera encadré. Bah non, on va arrêter cette comédie des enfants qui restent à la maison, etc. Bon.
Mais le droit de grève est constitutionnel, nous n'y toucherons pas, simplement il sera encadré, c'est tout. Hein. Bon, par exemple, il faudra prévenir à l'avance, organiser dans un établissement obligatoirement la garde des élèves. C'est des choses qui peuvent se faire par la loi, bien sûr, mais qui ne sont pas du tout des coups de canif dans la Constitution, en aucun cas. Bon, ce que nous constatons depuis quelques années, c'est un accroissement assez considérable du nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement privé hors contrat. On peut parler d'évitement scolaire de la part des classes moyennes et moyennes supérieures. C'est un phénomène qui n'est plus marginal, il a toujours existé, mais là, qui est un phénomène croissant. S'il est croissant, c'est qu'il y a une tendance, comme dirait la palisse. Et ce n'est pas une bonne tendance, parce que ça signifie qu'au bout du compte, on pourrait avoir un système où les riches, les riches auraient des écoles privées sous contrat ou hors contrat, et où les pauvres seraient dans l'enseignement public, un truc à l'américaine. Voilà. Donc un désastre pur, hein, puisqu'évidemment, le système s'effondrerait sur lui-même, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas envisager une seule seconde. Nous sommes au fond, nous, Rassemblement National, les meilleurs défenseurs de l'école de la République, de l'école républicaine. Ça peut en surprendre quelques-uns, mais c'est aujourd'hui le fait. Dans les autres partis, personne ne tient ce discours. Bon, donc nous ne laisserons pas se développer le processus de délitement du système éducatif. Nous avons donc le devoir et l'ambition de le restaurer afin que notre pays puisse regarder l'avenir avec foi, confiance et fierté. Je vous remercie.